Le célèbre psychologue George Miller a dit un jour: « Tout le monde veut croire que la science avance grâce à des hypothèses claires. Elle progresse réellement, mais le plus souvent grâce à des découvertes fortuites. » Dans les années 60 du siècle dernier, un jeune neurochirurgien ambitieux, Joseph Bogen, s'est fixé pour objectif de trouver de nouvelles méthodes de traitement pour l'épilepsie sévère. Il croyait que la chirurgie de séparation du cerveau pourrait aider les patients pour lesquels les traitements médicamenteux étaient inefficaces. Avec le soutien du chef du département de neurochirurgie, Peter Vogel, Bogen a initié les premières interventions modernes sur des humains. Le premier patient choisi pour cette procédure novatrice fut Bill Jenkins, un homme dont la forme d'épilepsie résistait à toutes les méthodes de traitement connues. En prenant en charge cette mission difficile, Joseph Bogen s'est entouré de ses collègues, dont Roger Sperry et le jeune doctorant Michael Gazzaniga, qui l'ont aidé à concevoir et mener une série d'études avant et après l'opération. Michael Gazzaniga raconte cette histoire dans son livre « Qui est le patron ? Le libre arbitre du point de vue de la neurobiologie ». Michael Gazzaniga est un célèbre neurobiologiste américain, l'un des fondateurs des neurosciences cognitives. Il est membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis et a reçu de nombreuses récompenses pour sa contribution à la recherche sur le cerveau, notamment pour l'étude du cerveau divisé et son impact sur la conscience. Ainsi, tout a commencé par le fait que, dans le cadre du traitement de l'épilepsie, le corps calleux de plusieurs patients a été sectionné, supprimant ainsi le canal de communication entre les hémisphères cérébraux. Le corps calleux est un faisceau de nerfs qui relie normalement les hémisphères du cerveau. Après cette opération, les hémisphères ont commencé à fonctionner comme des personnalités distinctes. Voici les détails des observations. Au cours d'une des expériences de Michael Gazzaniga avec le patient Buji, qui avait subi une séparation du corps calleux, les chercheurs ont cherché à comprendre comment les hémisphères du cerveau fonctionnent séparément. L'un des tests utilisés était le test des cubes de Coase, destiné à évaluer les capacités intellectuelles sur l'échelle de Wechsler. Chacun des 4 cubes a 6 faces peintes de différentes couleurs. On montrait une carte au patient avec un modèle précis et on lui demandait de le reproduire en disposant les cubes dans le bon ordre. Cette tâche active certaines fonctions visuomotrices et l'hémisphère droit, responsable de la perception spatiale et de la coordination, exécute mieux de telles tâches. Ainsi, la main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, plaçait les cubes rapidement et avec précision. Lorsque les chercheurs ont demandé aux patients d'accomplir la même tâche avec la main droite, contrôlée par l'hémisphère gauche, il s'est avéré que l'hémisphère gauche, chargé des capacités linguistiques et analytiques, ne pouvait pas accomplir cette tâche. La main droite n'arrivait même pas à saisir le principe de base de la disposition des cubes pour former un carré 2 par 2, plaçant souvent 3 cubes côte à côte et le 4e séparé. C'était impressionnant, car il était évident que l'hémisphère droit avait un avantage clair dans ce type de tâche. La situation se compliquait car la main gauche intervenait souvent pour corriger les erreurs de la main droite. Les chercheurs ont donc dû demander à WG de s'asseoir sur sa main gauche afin que la main droite puisse agir indépendamment. Dans la phase finale de l'expérience, le patient a été autorisé à utiliser les 2 mains, révélant un phénomène intéressant. La main droite tentait de placer les cubes incorrectement, tandis que la main gauche, contrôlée par l'hémisphère droit, intervenait pour corriger les erreurs. Il semblait que 2 consciences distinctes se disputaient le contrôle de la tâche. C'était comme si les mains se contredisaient, ce que les chercheurs ont ensuite appelé le conflit intermanuel. Les chercheurs ont noté que les recherches neurologiques précédentes indiquaient déjà que des lésions de l'hémisphère droit affectaient la capacité à dessiner des objets en 3 dimensions, comme un cube. Cette observation s'est confirmée lorsque WG pouvait dessiner un cube avec sa main gauche, mais pas avec la droite. Un psychologue nommé Dr. Edwards, que l'on appelait parfois le vieux papa Edwards, a rejoint les expériences. Il a effectué des tests selon les méthodes standards de Wechsler et les résultats étaient impressionnants, car en travaillant uniquement avec la main droite, WG ne pouvait pas reproduire le modèle correctement, mais il y parvenait parfaitement avec la main gauche. Lorsque les résultats de l'expérience ont été présentés à Roger Sperry, qui avait l'habitude de réagir avec un scepticisme prudent,
Il fit remarquer que le patient pourrait apprendre à effectuer la tâche avec le temps. Cependant, les différences dans l'exécution des tâches avec la main gauche et la main droite étaient si marquées que cela ne pouvait pas être simplement une question d'entraînement. Plus tard, ces expériences ont montré que bien que chez certains patients, de telles divergences ne soient pas observées, elles restaient stables chez WG pendant 2 ans. Cela confirmait la conclusion que la séparation du cerveau affecte la capacité de chaque hémisphère à traiter de manière autonome différents types de tâches et d'informations. La question de l'interaction entre les sensations et les mouvements est essentielle pour comprendre le fonctionnement du cerveau divisé. Les recherches modernes ont permis aux scientifiques de découvrir divers mécanismes impliqués dans l'exécution de tâches spécifiques, mais au début de ces études, cela n'était pas évident. Joe Bogen notait que d'autres patients du groupe californien ne montraient pas de différence aussi marquée entre les mains lors du test des cubes, comme c'était le cas pour W.G. Jayce. Cela a soulevé une question importante. Pourquoi certains patients obtenaient-ils des résultats si différents? L'étude de ces particularités individuelles a permis de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. À cette époque, les chercheurs du laboratoire étaient fascinés par le problème de la coordination sensorimotrice chez les chats, les singes et les humains. Il est bien connu que chaque hémisphère du cerveau divisé contrôle mieux la main opposée. Colwyn Trevarthen, alors chercheur au Caltech, a mené une série d'expériences avec des singes qui montraient que lorsque la main accomplissait une tâche, c'est l'hémisphère opposé qui apprenait. L'hémisphère correspondant au même côté, bien qu'il reçoive les mêmes informations, n'apprenait pas. Cependant, si l'on changeait de main pour accomplir la tâche, l'autre hémisphère comprenait rapidement comment exécuter cette tâche. Cela prouvait la capacité de chaque hémisphère à contrôler efficacement la main opposée. Le mystère principal résidait dans la manière dont un hémisphère contrôlait le même côté du corps. Dans les expériences avec WG, il était clair que les hémisphères du cerveau contrôlaient facilement les mains opposées, mais avaient du mal à contrôler la main du même côté. Cette observation a conduit à l'idée de l'existence de 2 consciences distinctes, capables d'agir de manière autonome. Cependant, avec le temps, de plus en plus de patients ont montré un contrôle également sur le même côté du corps, bien que cela exigeait plus d'efforts pour coordonner les mouvements des doigts. En fin de compte, les scientifiques ont conclu que chez la plupart des patients, le contrôle de ce même côté se développait progressivement. Ces résultats étaient confirmés par les études sur les patients des 2 côtes et les expériences sur les animaux. La réussite du contrôle de ce côté a conduit à revoir les suppositions antérieures concernant le contrôle centralisé des mouvements. Il s'avérait qu'il n'existait pas dans le cerveau un centre de commande unique responsable des mouvements. Chaque hémisphère pouvait utiliser les signaux de l'autre pour former une réponse commune. L'explication de ce mécanisme est devenue plus claire après que les chercheurs ont mené des expériences sur des singes ayant un cerveau divisé. Dans ces expériences, un œil de l'animal était fermé, et l'hémisphère recevant l'information visuelle contrôlait uniquement la main opposée. Par exemple, lorsque l'œil droit était fermé et que le gauche restait ouvert, l'hémisphère gauche contrôlait la main droite, qui saisissait rapidement et adroitement les grains de raisin. Lorsque l'animal tentait d'utiliser la main gauche, une autre stratégie se mettait en place. L'hémisphère gauche orientait le corps et le retour d'information aidait l'hémisphère droit à comprendre la position de l'objet. Finalement, la main heurtait l'objet et les doigts le saisissaient. Les études ont montré que l'absence de spécialisation de l'hémisphère droit dans les tests de cubes chez certains patients était non seulement compréhensible, mais aussi prévisible. Le patient WJ avait des lésions cérébrales supplémentaires, en plus de la section du corps calleux, qui perturbait le fonctionnement des systèmes responsables du retour d'informations et du contrôle du même côté du corps. D'autres patients présentaient moins de troubles neurologiques et apprenaient plus rapidement à utiliser ces systèmes. Lorsqu'on étudiait les patients de la côte Est, on observait que, juste après l'opération, le contrôle du même côté du corps était faible, mais s'améliorait progressivement lorsque les hémisphères apprenaient à s'aider mutuellement. Le projet d'étude du cerveau divisé prenait beaucoup de temps, mais n'était pas la seule direction de recherche, car il pouvait être interrompu. Bien que le patient WJ ait été le premier à participer à l'étude du cerveau divisé,
il est devenu clair plus tard que son cas n'était pas le plus intéressant. Les fonctions de son hémisphère droit se sont avérées assez limitées, mais les premières expériences avec lui ont aidé à répondre aux questions clés sur les effets de la séparation. En particulier, il a été prouvé que les signaux visuels entrant dans un hémisphère ne se transmettaient pas à l'autre. Cela a aidé à clarifier le schéma du système sensoriel et à déterminer les capacités du cerveau à contrôler les mains. Les scientifiques s'intéressaient également à la capacité de l'hémisphère droit muet à effectuer des tâches cognitives. Avait-il des capacités linguistiques? Pouvait-il résoudre des problèmes ou apprendre des jeux simples? Pendant plus de 2 ans, ces questions sont restées essentielles. Il s'est avéré que l'hémisphère droit du patient WJ ne possédait que des capacités cognitives de base. Il pouvait réaliser des tâches simples d'appariement d'objets, mais rencontrait des difficultés avec des tâches plus complexes. Par exemple, lorsqu'on montrait au patient une image de triangle, il pouvait choisir la bonne forme parmi d'autres. Mais lorsque des mots comme pomme étaient présentés, l'hémisphère droit écouait. Un test sur la capacité de reconnaissance de base a démontré que l'hémisphère droit agissait indépendamment, mais que ses capacités étaient limitées et n'incluaient pas le traitement des mots. Ce n'est que plus tard que les études sur d'autres patients ont révélé un certain potentiel linguistique dans l'hémisphère droit. Avec l'arrivée de nouveaux patients comme NG et LB, il est devenu évident que l'étude du cerveau divisé pourrait devenir encore plus féconde. Bien que le patient WJ ait initié cette recherche, de nouveaux cas ont considérablement élargi la compréhension des fonctions du cerveau. Les chercheurs ont également étudié si les souvenirs étaient retenus dans les différents hémisphères cérébraux des singes. Il s'est avéré que chez les singes, les souvenirs étaient stockés dans un seul hémisphère, alors que chez les chats, ils l'étaient dans chaque hémisphère séparément. Cela montrait que les souvenirs du patient WJ liés aux mots étaient conservés uniquement dans l'hémisphère gauche, tandis que le droit n'avait pas cette capacité. Cependant, les deux hémisphères pouvaient reconnaître des objets, même si le droit n'était pas en mesure de les nommer. Des études ultérieures sur les singes ont montré que, chez certains individus, les souvenirs pouvaient être conservés aussi bien dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Cela remettait en question l'hypothèse d'une spécialisation initiale des hémisphères. Chez certains patients, les deux hémisphères démontraient des capacités linguistiques, mais pour la majorité, un seul le faisait. Ainsi, les différences individuelles entre les patients devenaient plus évidentes, et la question de savoir où sont stockés les souvenirs demeurait mystérieuse. Au fil du temps, l'approche des recherches sur le cerveau a évolué. Les premiers résultats des recherches, publiés par Joe Bogen, Roger Sperry et d'autres, concernaient principalement le patient WG. Les cas individuels sont toujours intéressants, mais ils ne fournissent pas une image complète nécessaire pour des conclusions générales. Plus tard, avec l'étude de davantage de patients, il est devenu évident que les tests de WG, bien qu'ayant posé les bases de l'étude du cerveau divisé, ne pouvaient pas montrer tous les effets de l'opération. Au départ, la situation semblait simple et claire, mais elle s'est avérée être le début d'une compréhension plus profonde. 50 années ont passé, mais les conséquences de la séparation de la voie principale du cerveau ne sont toujours pas entièrement élucidées. Les interventions sur le corps calleux sont rares, et avec le développement de nouvelles méthodes de traitement et de médicaments, elles deviennent encore moins fréquentes. Joe Bogen affirmait toujours que la science progresse de la manière suivante. De grandes découvertes sont d'abord faites, puis elles sont peu à peu enrichies de multiples détails. Les nouveaux patients qui rejoignaient progressivement l'étude ne faisaient que complexifier le tableau. Comme indiqué précédemment, il a été constaté que chaque hémisphère peut contrôler les deux mains, mais pas les deux simultanément. Au début, cela semblait logique, car il était connu que chaque hémisphère contrôle la partie opposée du corps. Plus tard, on a compris que chaque main pouvait pointer vers un endroit de chaque côté du corps, suggérant que les informations sensorielles des deux côtés du corps arrivaient dans chaque hémisphère. Mais des recherches ultérieures ont réfuté cette hypothèse. Certains patients avaient des capacités développées de l'hémisphère droit, capables de réaliser des tâches non verbales. Cela montrait que le cerveau dispose d'un système interactif et dynamique, même lorsque ses parties fonctionnent indépendamment. L'un des mécanismes clés était le lien avec les émotions. Les émotions influencent les états cognitifs presque constamment. Les régions du cerveau plus primitives, situées sous le corps calleux, contrôlent les émotions et sont connectées aux deux hémisphères.
Cela a soulevé la question. Les émotions ressenties par un hémisphère peuvent-elles être perçues par l'autre? Ces questions devinrent d'actualité après avoir comparé les patients de J et NG lorsqu'il fut observé que chaque hémisphère essayait de suivre les actions de l'autre. Lors des tests avec la patiente NG, les chercheurs ont remarqué que chaque hémisphère pouvait transmettre des indices à l'autre par de légers mouvements, comme des hochements de tête. Cela ressemblait à une danse où chaque partenaire interagit avec l'autre par des signaux subtils, comme dans un tango. Au fil du temps, les patients devenaient plus habiles dans cet auto-signalement. Les recherches ont montré que même dans les hémisphères séparés, il existe un échange de signaux, et ce phénomène a été nommé signalement croisé. Il a été observé dans des expériences sur les animaux, comme dans des tests sur les humains, et a été confirmé au cours des 50 années suivantes de recherche. L'un des tests avec la patiente NG démontrait ce phénomène. Lorsqu'elle voyait un flash de couleur dans son champ de vision droit, lié à l'hémisphère gauche, elle nommait correctement la couleur. Mais lorsque le flash apparaissait dans le champ de vision gauche, lié à l'hémisphère droit, elle nommait d'abord une couleur, puis ajustait sa réponse. Il semblait que l'hémisphère droit envoyait un signal à l'hémisphère gauche, qui ajustait la réponse en utilisant cet indice. Cette stratégie d'indice était si fascinante que les chercheurs ont commencé à concevoir des expériences pour mieux comprendre son mécanisme. Une hypothèse a émergé. Les indices sont peut-être transmis par des voies de contournement reliant les hémisphères. Les observations ont montré qu'une partie du cerveau pouvait influencer l'autre, même si le lien direct était coupé. Globalement, ces découvertes ont changé l'approche de la compréhension du cerveau, montrant que des processus mentaux peuvent interagir même dans un cerveau divisé. Les études sur des patients présentant des troubles neurologiques révèlent souvent des principes communs de fonctionnement du cerveau. Par exemple, les patients s'efforcent presque toujours de réaliser la tâche qui leur est demandée par le chercheur, mais utilisent pour cela différentes stratégies. La principale difficulté est de déterminer comment ils atteignent leur objectif. Parfois, les mécanismes observés sont surprenants. En visionnant les enregistrements vidéo des expériences, une scène frappante a été relevée, illustrant comment se produit le signalement lorsque le patient essaie de reproduire un geste d'une main avec l'autre. Cet exemple a été montré par DR, une patiente avec un cerveau divisé, qui travaillait auparavant comme comptable et était fan de la série Star Trek. Après l'opération, elle montrait tous les signes typiques de la séparation des hémisphères. Les signaux visuels et tactiles ne se transmettaient pas entre eux. L'hémisphère gauche était responsable du langage, tandis que le droit reconnaissait les images. Lors de l'étude, on lui demanda de faire le geste du pouce levé avec la main droite, ce qu'elle fit immédiatement, puis avec la main gauche, ce qu'elle fit également sans problème. Mais lorsqu'on lui demanda de faire le geste OK avec la main droite, elle le fit tout de suite, tandis qu'avec la main gauche, elle prit du retard. Cette expérience montrait qu'il est essentiel de savoir comment le patient accomplit une tâche lors des tests. L'hémisphère gauche, qui comprenait les instructions verbales, les transmettait à l'hémisphère droit, qui contrôlait la main gauche. Une question s'est alors posée. Comment les signaux donnés à un hémisphère peuvent-ils affecter l'autre partie du cerveau? Le patient WG rencontrait des difficultés pour contrôler le même côté du corps, tandis que d'autres patients, comme Dare, montraient différents niveaux de contrôle. Les problèmes de la main gauche pouvaient être liés au fait que les hémisphères avaient perdu leur connexion, et l'hémisphère gauche ne pouvait transmettre une commande exacte au droit. Pour comprendre ce phénomène, les chercheurs ont modifié la tâche. La patiente a été invitée à faire le geste d'abord avec la main gauche, sans que le droit soit démontré au préalable. Elle ne put le faire correctement. Mais lorsqu'on lui demanda de faire le geste avec la main droite, elle le réussit sans difficulté. Changer l'ordre d'exécution des tâches a montré que l'hémisphère droit nécessitait un indice visuel de l'hémisphère gauche. Pour poursuivre les recherches, les yeux de la patiente furent bandés et elle devait faire le geste. Avec la main droite, elle réussit la tâche, mais pas avec la main gauche, car l'hémisphère droit ne pouvait voir le modèle ni comprendre les instructions verbales. Ce test montrait les limites des connexions entre les hémisphères après l'opération et révélait comment la séparation affecte les actions ciblées. La conclusion principale était que le cerveau, même lorsqu'il est divisé,
est capable de créer des mécanismes alternatifs pour atteindre son objectif. Les patients utilisaient toutes les ressources possibles pour résoudre les tâches, montrant un principe universel d'autosignalement qui est à la base du comportement dirigé vers un but. Lors des expériences de contrôle sensorimoteur de base au California Institute of Technology, Caltech, et plus tard à Dartmouth, les chercheurs s'intéressaient de plus en plus aux capacités de l'hémisphère droit isolé, le muet. Les chercheurs cherchaient à comprendre ce qu'il était capable de faire en matière de pensée, de perception, de compréhension et de planification. Avec WJ, cela s'avérait difficile, car l'hémisphère droit ne réagissait que faiblement aux informations qu'il recevait en propre. L'hémisphère gauche répondait aux tâches aussi facilement que chez les personnes saines, mais les réactions du droit restaient faibles. Avec l'arrivée de la patiente NG, une jeune femme soutenue par son mari, les recherches ont pu être approfondies. Elle, comme WJ, avait été opérée pour une épilepsie sévère et acceptait de se soumettre au test, ce qui permit aux chercheurs d'enrichir leur compréhension de l'impact de la séparation du cerveau. Les recherches avec NG révélèrent de nouveaux aspects, notamment que l'hémisphère droit pouvait traiter l'information et accomplir des tâches complexes sans l'aide de l'hémisphère gauche. Un autre patient important était un garçon de 12 ans, LB, également opéré pour contrôler les crises d'épilepsie. Il devint extrêmement précieux pour les chercheurs en fournissant de nouvelles données sur le fonctionnement de l'hémisphère droit. Contrairement à WJ, l'hémisphère droit de LB réagissait activement aux stimuli, même lorsque l'hémisphère gauche était isolé de cette information. Lors des expériences avec NG et LB, les chercheurs ont commencé à utiliser activement les enregistrements vidéo pour documenter le processus. On a observé que les objets tenus par la main droite, contrôlés par l'hémisphère gauche, étaient facilement nommés par les patients. Cependant, ils ne pouvaient nommer les objets dans la main gauche. Ce qui était particulièrement impressionnant, c'est que les images et même les mots montrés à l'hémisphère droit incitaient la main gauche à saisir l'objet approprié. Cela fut la première preuve que l'hémisphère droit était capable de réaliser des actions cognitives complexes, dont l'hémisphère gauche n'était même pas conscient. Les chercheurs conclurent que l'hémisphère droit possède un vocabulaire considérable et qu'il peut réagir à des mots écrits et des images simples. Parfois, il parvenait même à épeler ou écrire des mots, bien que ce soit rare. On a découvert que l'hémisphère droit a des capacités linguistiques de base, bien qu'elles restent limitées. Pour vérifier ces conclusions, les chercheurs ont poursuivi les expériences afin de savoir si l'hémisphère droit pouvait réagir aux stimuli émotionnels. Après des expériences sur des singes montrant que des stimuli émotionnels forts modifiaient le comportement, ils décidèrent de voir comment cela fonctionnait chez les humains. Pour cela, ils rassemblèrent une série d'images, incluant des images neutres et provocantes. Dans l'une de ces expériences, une image suscita une réaction émotionnelle de l'hémisphère droit chez la patiente NG. Lorsqu'on lui montra l'image d'une femme nue, elle tenta de dissimuler un sourire et dit que l'appareil d'enregistrement semblait drôle. Cela montrait que l'hémisphère droit avait perçu le contexte émotionnel. Pour confirmer les résultats, ils décidèrent de répéter les tests avec WJ, mais sa réaction fut très différente. Interrogé sur l'image, il répondit de manière calme et sérieuse, plaisantant même sur les étudiantes du Caltech. Cela soulignait l'importance d'éviter les généralisations dans la recherche. Chaque patient est unique et chaque réaction peut être différente. Ces découvertes ont permis aux scientifiques de mieux comprendre le fonctionnement des parties isolées du cerveau et ont mis en évidence la complexité des processus mentaux qu'un hémisphère isolé est capable de réaliser. Ce n'est qu'une petite partie du livre qui dévoile les découvertes fascinantes en neurosciences réalisées par Michael Gazzaniga. Si ces histoires vous ont intrigué, procurez-vous le livre, le lien est sous la vidéo. D'ailleurs, cette fois, le chat Martin a passé la vidéo à dormir paisiblement, sans faire de remarques cinglantes. Le sujet ne l'intéressait pas, car Martin est fermement convaincu que les humains n'ont pas de cerveau. Mais ne vous inquiétez pas, il reviendra avec de nouveaux commentaires dans les prochaines vidéos. Mettez des likes, des pouces bleus, nourrissez le chat Martin, car je refuse de garder une telle ordure.